Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Pour la première fois depuis 2006, la Fed a donc remonté ses taux hier soir, hausse de 0,25%. Janet Yellen a assuré que le resserrement monétaire serait progressif et qu'elle surveillerait avant tout l'inflation avant de décider d'un nouveau relèvement. The importance of our initial increase in the target range for the federal funds rate should not be overstated. Cette hausse de taux ne doit pas être considérée de façon exagérée. La politique monétaire restera accommodante. Elle permet d'améliorer encore la situation du marché de l'emploi et un retour à une inflation de 2%. Le comité pense que la situation économique va évoluer de telle façon que nous n'aurons à augmenter les taux que de façon graduelle. Les taux vont rester pendant un certain temps à des niveaux inférieurs à ceux que l'on peut prévoir à plus long terme. For some time, below levels that are expected to prevail in the longer run. Et justement, c'est la suite qui inquiète. Les propos de Janet Yellen manquent un petit peu de précision pour certains. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je dirais que les surprises, elles vont venir et elles viendront sûrement l'année prochaine, car la guidance que donne ou qu'essaye de donner la Fed est extrêmement vague. On n'a pas de calendrier, on a des anticipations d'inflation qui sont maintenant pour 2017-2018 au niveau que la Fed souhaiterait. Donc en fait, la Fed se laisse vraiment la carte blanche et quand elle parle de graduel, ça veut dire que bon, elle peut monter les taux au mois de juin, elle peut monter les taux au mois de mars, 2 fois, 3 fois, enfin, elle ne donne vraiment pas d'indication. Et franchement, je pense que si elle a monté les taux aujourd'hui, c'est qu'elle en avait tellement parlé qu'il fallait qu'elle le fasse. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On va sur les marchés. Hier, il y a bien eu une affaire Casino sur le marché parisien. Casino, le groupe de grande distribution qui, mais en quelques minutes, a plongé de 20% à la Bourse de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on a eu la note d'un, alors pour le coup, analyste, courtier important qui s'appelle Muddy Waters. Et Muddy Waters est venu dire que le titre Casino était alors surévalué, mais que Casino était un groupe surendetté, un hedge fund, dit Muddy Waters. Et ce groupe Muddy Waters, il est pris au sérieux à New York et il est pris au sérieux sur l'ensemble de la planète financière. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, le disait hier au cœur d'Intégral Bourse. Il dit que Casino, en fait, est une sorte de hedge fund, beaucoup trop endetté, c'est lui qui le dit, et qu'il utilise en fait la moitié de son cash flow pour favoriser le management. Donc c'est pratiquement un cri de la part de ce short-seller qui accuse Casino entre guillemets de fraude, mais il dit surtout que les comptes sont extrêmement compliqués, que personne n'y comprend rien, que c'est pour ça qu'en Europe on ne regarde pas les comptes, et lui-même, ce Carson Block, dit il y a beaucoup d'autres compagnies en Europe qu'il va étudier et qu'il va conseiller à shorter. Alors il a été célèbre dans les années 2010-2011 avec la découverte de plusieurs fraudes, ça c'est vrai. Par exemple, une compagnie qui s'appelait Sino Forest, il a été le premier à annoncer cette fraude et la compagnie a fait faillite. Une autre compagnie, NQ, qui était une compagnie de semi-conducteurs, le titre a été en baisse de 80%. C'est clair que quand vous êtes actionnaire de ce genre de compagnie, vous n'aimez pas du tout entendre ce genre de nouvelles, même si elles ne sont pas confirmées, vous n'aimez pas les entendre. Alors pas confirmées et même démenties par... Ce qui est drôle, c'est que... enfin, je sais pas, ça fait rire personne, mais JP Morgan, la grande banque américaine, JP Morgan, il y a 2 jours, avait conseillé le titre Casino à l'achat. Et JP Morgan, hier soir, après la clôture, a dit « Mais nous maintenons l'ensemble de nos conseils. » Et Muddy Waters dit absolument n'importe quoi. Voilà en gros où on en est aujourd'hui pour Casino. BFM Business, on va prendre à présent la direction des États-Unis. Et oui, on rejoint au cœur de New York Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, en direct donc depuis Manhattan à maintenant une petite demi-heure, même pas une demi-heure de l'ouverture de Wall Street. Grégory, bonjour. Comment s'annonce cette ouverture des marchés américains tout à l'heure? Écoutez, on ne voit toujours pas le Père Noël arriver, car les futurs sont en baisse. Et je dirais en fait la seule chose, c'est qu'on recommence à répéter cette litanie que le pétrole baisse et que c'est négatif pour les marchés. Tout le monde l'a compris. Un opérateur de marché avec un tout petit peu de réflexion, un ordinateur,
il arrive à programmer assez facilement des programmes d'achat et de vente. Tout simplement, le pétrole baisse, on vend les marchés, le pétrole monte, on les rachète. Ça a l'air caricatural, malheureusement ça ne l'est pas. C'est à peu près la seule chose que les investisseurs ont en tête en ce moment. Et c'est vrai que le pétrole poursuit son repli, hein, vous le disiez, le Brent sous les 37 à nouveau cet après-midi, ou ce matin chez vous à New York, le Brent à 36,44 $ en ce moment, 2 jours après l'annonce et la décision de la Réserve fédérale. Et également, Grégory, quel premier bilan peut-on tirer pour le marché américain? C'est une très bonne question, puisqu'en fait le bilan, c'est un marché qui est absolument plat, hein. Si on regarde entre mercredi à 2 heures de l'après-midi et ce matin, le S&P a gagné 0,2%. Alors on disait déjà que Janet Yellen n'a pas provoqué de surprise, mais en fait, à la fin, et en tout cas en cette fin de semaine, elle n'a pas non plus provoqué le rallye qui est tant espéré en cette fin d'année. Donc il reste à savoir sur les quelques jours si on en aura un. Ouais. De quel côté penchera la balance américaine dans les prochains jours d'ici la fin de l'année? On suivra bien sûr tout ça jour après jour, séance après séance sur BFM Business, grâce à vous entre autres, hein, Grégory, depuis Mescart. Justement, du côté des valeurs, celle qui bouge le plus aujourd'hui, vous avez repéré Disney, celle qui devrait en tout cas bouger le plus tout à l'heure. Oui, alors Disney, je ne sais pas si elle va bouger tout à l'heure ou si elle va bouger lundi matin, quand on aura les chiffres d'entrée pour le dernier Star Wars. Mais le chiffre qui s'articule en ce moment, ça serait des recettes pendant le week-end de 2,7 milliards de dollars. Et je dirais que d'une autre façon, on peut juger le succès de Star Wars déjà ici aux États-Unis. Si vous regardez un multisalle qui a 12 écrans, en moyenne 8 à 9 écrans présente Star Wars ce week-end. Donc on n'a même plus le choix. Si on va au cinéma, il faut voir Star Wars. Il faut voir Star Wars. Même si en France, pour le coup, James Bond a réalisé un meilleur démarrage que Star Wars. On verra comment ça se passe donc tout à l'heure aux États-Unis. Puis une autre valeur à surveiller, c'est BlackBerry. BlackBerry, toujours pas mort finalement, Grégory. Il y a des signes de vie parce qu'ils font ce grand changement en se déplaçant du hardware, donc du téléphone, vers le software, leur fameux programme qui est quand même encore un des programmes les plus sécurisés au monde. Et là, non seulement leurs pertes sont beaucoup moins importantes que prévu, mais leur chiffre d'affaires au niveau du software est en train d'exploser. Ils sont passés en un trimestre de 50 millions à 150 millions de dollars de chiffre d'affaires et ils prévoient 500 millions l'année prochaine. Donc attention, la compagnie perd toujours de l'argent, mais de moins en moins, avec quand même des espoirs qu'elle s'en sorte d'ici peut-être la fin de l'année prochaine. Et une ouverture attendue en baisse donc à Wall Street dans le sillage des cours du pétrole qui repartent à la baisse aujourd'hui. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. On poursuit ce journal à 15h09, Aurélie, avec Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on rejoint sur place au cœur de Manhattan Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, début de séance plutôt timide sur les marchés américains aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire, carrément même décevant, avec des baisses assez nettes sur les trois principaux indices ici. Et si vous me demandez pourquoi, il n'y a qu'une raison vraiment dans la tête des opérateurs, c'est le cours de l'énergie. Alors c'est, je dirais, pas très malin, mais ça marche. Alors si vous avez un ordinateur qui est programmé pour envoyer un programme de vente chaque fois que le pétrole baisse, vous gagnez de l'argent, et vice versa, pétrole monte, vous rachetez. C'est simpliste et malheureusement, on peut dire en ce moment que ces marchés sont totalement binaires. Et sont plus du tout dans les mains des investisseurs fondamentaux, mais de quelques traders quantitatifs. Et les cours du pétrole font la loi donc sur les grands indices boursiers mondiaux. On va suivre également sur le front politique aux États-Unis dans les prochaines heures et les prochains jours le budget américain qui doit être accepté, voté au Sénat, Grégory. Oui, là c'est le plan de dépenses, donc 1,3 trilliard de dollars, avec beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de ou réduction d'impôts pour les sociétés ou des prolongements de crédits qui favorisent certains secteurs. Alors il y a eu, je dirais, des parties de bras de fer entre les démocrates et les républicains. Les républicains insistaient énormément, vous en parliez tout à l'heure, pour rouvrir les exportations de pétrole américaines, qui étaient interdites depuis 40 ans. Donc ça va être autorisé. Les Américains vont de nouveau exporter. Mais en contrepartie, les démocrates ont obtenu une reconduction de tous les crédits aux énergies propres,
que ça soit le vent ou le solaire. C'était quelque chose qui aurait dû être abandonné l'année prochaine. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Ce qui est beaucoup plus difficile à prévoir, c'est est-ce que ça va avoir des effets sur les marchés. Ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure est absolument correct. Le pétrole américain ne va pas inonder les marchés européens. Par contre, c'est très très difficile de voir comment ce cours du pétrole pourrait rebondir quand vous avez par exemple Rosneft, le producteur russe, qui dit qu'ils vont augmenter très fortement leur production l'année prochaine. Ce qui frappe aussi les opérateurs, et particulièrement chez vous à Wall Street, Grégory, ce sont les hedge funds américains. Il y a un chiffre quand même impressionnant et qu'il faudrait peut-être que vous nous expliquiez pour essayer d'envisager un peu les perspectives que ça ouvre. 257 hedge funds ont fermé au troisième trimestre. Comment on peut expliquer tel chiffre? 257 ont fermé au troisième trimestre, pratiquement 700 cette année. Il faut dire que les hedge funds ont beaucoup déçus. Ils n'arrivent pas vraiment à avoir des performances suffisantes pour leurs investisseurs qui dépensent beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier qu'un hedge fund, en général, on paye 2% de management fee et 20% des profits. Alors, si ce hedge fund ne fait pas de profit, eux, ils ne récoltent que 2% de management fee, leurs charges sont élevées, et les clients, ils sont très fatigués de payer 2% pour des comptes performance, donc tout simplement, ils retirent leur billes. Et c'est comme ça que vous avez ces hedge funds qui doivent fermer. Alors, pourquoi les hedge funds ne fonctionnent pas si bien que ça? C'est parce qu'en fait, je crois, ils ont surtout oublié le mot hedge dans leur fonctionnement. Ils prennent tous maintenant, ou pour la plupart, des paris directionnels, et une fois sur deux, malheureusement, ces paris sont ou mauvais ou catastrophiques. Alors vous aviez le pari directionnel, par exemple, que le cours de l'énergie allait rebondir, c'est raté. Vous aviez le pari directionnel que les taux d'intérêt en 2015 allaient monter aux États-Unis. C'est en tout cas pas le cas pour tout ce qui est treasuries. Vous aviez beaucoup de paris de ce genre qui ont été alors vraiment appliqués avec des mouvements de suivisme par la plupart de ces hedge funds qui sont en train maintenant de déposer la clé sous le paillasson. Et parfois on se dit qu'il y a plus de perdants que de gagnants sur les marchés. Tout n'est pas forcément symétrique. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la fin de l'année maintenant, 18 décembre? Qu'est-ce qui va se passer jusqu'au changement d'année chez vous, Grégory, d'après? Ben écoutez, ça c'est la grande question. Tout le monde avait dans l'esprit d'un rallye de fin d'année. Et puis alors comme les esprits n'ont pas l'air très très solides en ce moment, actuellement on n'arrive plus vraiment à voir pourquoi est-ce qu'on investirait d'une façon relativement agressive d'ici la fin de l'année. Alors je dirais c'est un peu l'attentisme qui va prévaloir sur ces prochains jours, mais qui dit attentisme dit aussi des effets techniques très importants. Alors on a ce qu'on appelle par exemple aux États-Unis les ventes fiscales, c'est-à-dire que si vous avez des grosses pertes sur des positions, vous avez tout intérêt à liquider ces positions et ces pertes vont compenser les gains que vous avez ailleurs. Alors ça explique par exemple que vous ayez beaucoup de secteurs attaqués, encore plus fort que ce qui devrait l'être et que les investisseurs vendent leurs positions perdantes. Et puis une autre chose qu'on voit, c'est que beaucoup d'actions qui devraient continuer à baisser sur leurs fondamentaux sont en train de remonter assez fortement. Et pourquoi? Parce que là, c'est exactement le contraire. Les fonds les avaient vendus à découvert et là, ces fonds ont des profits, donc ils prennent leurs profits. Alors quand on prend des profits sur une position à découvert, on se couvre et ça fait rebondir des actions qui sont même carrément peut-être de compagnies aux fondamentaux qui continuent à se détériorer. Voilà le manuel d'explication des habillages de bilan qui nous attendent jusqu'à la fin de l'année à Wall Street et sans doute aussi sur les marchés européens. Allez, en un dernier mot, Grégory, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un d'honnête et qui donne son point de vue sans langue de bois. Vous les sentez comment les marchés pour l'an prochain, 2016? Écoutez, le consensus est qu'ils ne feront rien aux États-Unis. Et je vous dirais, moi j'ai l'impression que s'ils ne font rien à la fin de l'année ou sur toute l'année, il y aura énormément de nervosité. On voit cette nervosité, on la sent tous les jours. Il risque d'y avoir encore, par exemple, des fonds high yield, à haut rendement, qui eux commencent à avoir des très très gros problèmes. C'est très très embêtant de devoir répondre à cette question parce que j'ai envie de dire mais l'économie américaine va bien et c'est vrai, l'économie américaine ne s'est jamais mieux portée depuis 2008. Création d'emplois, peu de chômage, les salaires commencent à rebondir, la consommation se porte bien. Je dirais malheureusement tout ça a peut-être été déjà anticipé et en plus il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été dans les marchés. Alors qu'est-ce qui nous reste à nous mettre sur la main l'année prochaine? Ce que je souhaite, c'est qu'on
on retrouve peut-être des jugements plus fondamentaux, un peu plus long terme sur les investissements, mais en tout cas c'est mal barré comme on dit pour le moment, où alors le long terme se mesure en minutes, et le fondamental, comme je vous dis, c'est plutôt le mouvement du pétrole que les résultats des compagnies. Et puis bien sûr la présidentielle qui va beaucoup occuper les marchés mondiaux et particulièrement Wall Street dans quelques mois, Grégory. Oui, et là, alors, c'est très bien de le souligner, difficile d'attendre quelque chose de positif de cette présidentielle. D'un côté, vous avez un excité très très réactionnaire qui est Donald Trump, qui est absolument pas habilité à être président de quoi que ce soit. Et puis de l'autre côté, vous avez chez les démocrates un candidat que j'appellerais un peu le Mélenchon de chez nous, donc vraiment aussi extrême mais à gauche. Et puis vous avez Hillary Clinton, mais sans donner moi-même mon avis personnel sur Hillary Clinton. Hillary Clinton n'est pas forcément porteuse d'espoir de renouveau et de nouvelles politiques. Ça sera plutôt la continuation de la politique d'Obama, que ça soit sa politique étrangère ou sa politique économique. Donc rien à attendre de tellement positif non plus de ce côté-là. Grégory Volokhin, merci beaucoup Grégory, en direct avec nous depuis Manhattan, au cœur de New York, le président de Mescart Financial Services, alors que vous le disiez Grégory, les marchés américains sont plutôt en baisse. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York.